Bienvenue dans 10 minutes pour le dire. On accueille aujourd'hui Michel Gaz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur qui est un éditeur qui s'appelle À la frontière, et vous nous venez avec un livre qui s'appelle Tahiti 1914, le vent de guerre. J'ai un peu envie de vous demander, Michel Gaz, quand on parle de la guerre de 14-18, pour tout un chacun, on pense au chemin des dames, on pense à Verdun, on pense à Lafayette nous voilà avec les Américains. Peu nombreux sont les Français, d'où qu'ils soient, qui pensent à Tahiti. Et pourtant, il s'est passé en septembre, si je ne me trompe pas, le 22 septembre 1914, quelque chose d'important à Tahiti. Racontez-nous. Oui, tout à fait. C'est un fait d'armes très peu connu ici en France, qui est l'attaque allemande, la marine allemande, sur Papeete au matin du 22 septembre 1914. C'est vrai, comme vous le dites, quand on parle de la Première Guerre mondiale, on évoque la bataille du Jutland ou les Dardanelles. Tahiti, c'est très loin de la France, et la Première Guerre mondiale a surtout marqué à Verdun, sur la Somme, etc. Très peu sur Tahiti. Et pourtant, il y a eu une attaque allemande, et Maxime Destremaux, qui était lieutenant de vaisseau et commandant la canonnière Zélé, un petit bâtiment qui avait 16 ans d'âge, avait organisé la défense de Papeete avec très peu de moyens. Alors, avant de parler du destin de Maxime Destremaux, qui est un destin hors du commun, on peut le dire, dites-moi, mais pourquoi la marine allemande a-t-elle attaqué Tahiti? C'était stratégique, parce que ça paraît curieux. Alors, ça paraît curieux, mais il faut savoir qu'en fait, les Allemands avaient une base navale en Chine qui s'appelle Tsingtao à l'époque. Aujourd'hui, c'est Qingdao, d'où la fameuse bière Tsingtao. Et ils étaient en formation d'équipage au large dans le Pacifique lorsqu'ils ont appris l'état de guerre. Mais ils avaient du charbon et des vivres que pour 15 jours. Ça suffisait pas pour entrer en Europe. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière dans leur base parce que la marine japonaise les attendait. Et pour passer par le Cap Horn, la seule base de ravitaillement, c'est Tahiti. Donc il fallait aller attaquer Tahiti pour pouvoir revenir en Europe finalement. Oui, tout à fait. Il fallait passer à Tahiti pour s'emparer d'un stock de charbon de 6000 tonnes et faire des vivres auprès de la population. Alors, comment les Polynésiens ont-ils appris ce bombardement? Ils n'ont rien su, ils l'ont subi, ou est-ce que avant... Si, ils l'ont subi, oui, il y a eu quand même l'alarme, ce qu'on appelle la générale, c'est-à-dire la trompette, etc., qui a averti tout le monde. Et les Allemands ont fait un premier passage pour s'assurer de ce qui était sur Tahiti. Du haut du mont Fayere, l'enseigne de vaisseau René-Jules Charon a fait tirer au canon de 100 4 boulets de 4 kilos. Oui, c'est-à-dire pas grand-chose. Presque rien. Cela a fait réfléchir les Allemands en se demandant quel accueil on allait leur réserver. Ça a permis au lieutenant Destremaux de faire sauter les amers pour entrer dans le port, donc il n'y avait plus d'alignement, et de mettre le feu au stock de charbon, 6000 tonnes. Donc les Allemands ensuite ont fait 3 passages devant le port, ont tiré sur le mont Fayere. Comme il n'y avait pas de réponse des Français, ils ont cru qu'ils avaient... le champ libre. Champ libre, oui, anéanti. Mais malgré tout, ils ont quand même hésité. Puis voyant le charbon partir en fumée, bon. Ils sont partis. Ils ont renoncé. Alors, vous parliez tout à l'heure de la Zélie, ce bateau, et de Maxime Destremaux, l'enseigne de vaisseau. Maxime de vaisseau. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait que cet homme a eu cette importance? Qu'est-ce qu'il a fait qui fait que tout votre livre tourne autour un peu de son destin, quand même? Oui, il a quand même un destin assez étonnant. C'est un spécialiste des sous-marins. Il est réputé dans la marine pour cela, mais il demande à servir au loin. Il arrive sur cette canonnière qui est à bout de souffle, hors d'âge, et malheureusement pour lui, alors qu'il pensait ne jamais combattre, il apprend l'état de guerre entre la France et l'Allemagne, et ses ordres en temps de guerre, c'est de mettre la ville en défense. Il a très peu de moyens. Une canonnière, 2 canons de 100, une centaine d'hommes avec des vieux fusils. C'est tout ce qu'il avait à sa disposition. Néanmoins, il a su
par sa défense, qui est une défense passive, comme il n'y a pas eu d'échange de canons comme on voit dans les actualités de l'époque. Mais il a su faire renoncer les Allemands à leur projet et sauver ainsi Tahiti. Mais sauf que l'histoire ne se termine pas là. Il y a un méchant, comme dans toutes les belles histoires, c'est le gouverneur. Alors je ne sais pas comment il faut prononcer Fautier. Je prononce Fautier. D'autres personnes disent Fautier, mais je prononce Fautier. Alors, on va accepter les deux prononciations, comme ça tout le monde saura de qui on parle. Le gouverneur de Tahiti, qui a un rôle un peu ambigu dans toute cette affaire. Ah oui, il a un rôle très ambigu. Il renvoie chez eux en Allemagne des réservistes allemands pour combattre. Or, il avait l'interdiction de son ministre de les renvoyer chez eux et de les garder prisonniers. Mais surtout, je comprends, si une bombe explose dans le quartier, tout le monde, sous une table, on est planqué. Mais passé le premier moment de stupeur, les hommes sont devant, les femmes à l'arrière avec les enfants. Ça ne s'est pas passé comme ça à Tahiti. À cause du gouverneur Fautier. À Tahiti, le gouverneur et l'ensemble des fonctionnaires se sont sauvés à l'arrière avec les femmes et les enfants. Pour un militaire qui est là, qui attend des ordres de son gouverneur, parce que c'est lui le responsable de l'île, c'est vrai qu'il a quand même été très très déçu du comportement du gouverneur. Alors ça, c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est que ça n'en est pas resté là. Alors la deuxième étape, c'est qu'il y a eu un conflit entre le gouverneur et Maxime d'Estremaux. Le gouverneur a fait envoyer une goélette aux Fidji pour alerter les autorités. En même temps, arrivé le Montcalm, un croiseur français, avec à bord un contre-amiral qui a envoyé des demandes au ministère de la Marine et au ministère des Colonies, et il a eu l'autorisation de faire une enquête à Tahiti. Et l'enquête s'est conclue comment? Dans un premier temps. C'est-à-dire que cet homme, Maxime d'Estremaux, qui avait défendu finalement il avait défendu l'honneur de la France, l'honneur de la France et de la Marine, et il voit arriver en face de lui un contre-amiral qui a déjà jugé. Et pas en sa faveur, pour dire les choses. Et pas en sa faveur, non, en faveur du gouverneur. Et Maxime d'Estremaux, malheureusement, va être condamné à 2 mois d'arrêt de rigueur. Tout son équipage renvoyé en France et tous ses officiers également punis de différentes façons. Non. Ça a été un drame pour un homme qui, avec rien, a quand même défendu un bout de territoire français face à la marine allemande. Mais pourquoi une telle injustice? Qu'est-ce qui, d'après vous, explique une telle injustice? Rien, encore aujourd'hui, rien n'explique le comportement du contre-amiral qui a fait une enquête en défaveur de son subordonné. Personne à l'époque, et encore aujourd'hui, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on a condamné le défenseur plutôt que le gouverneur qui avait failli? Vous ne savez pas. C'est un mystère. Un mystère. Alors, il y a 2 autres personnages historiques qui vous concernent de près. C'est Jeanne Drolet et René Gasse. D'abord, dites-nous qui ils sont pour vous. Ce sont mes grands-parents paternels. Et en quoi ont-ils été acteurs, si j'ose dire, dans ces moments acteurs, difficiles? Bien malgré eux, bien sûr. Mon grand-père, René Gasse, était le spécialiste de la TSF. Il n'y en avait pas à bord de la Zélé. Le poste avait été refusé à Toulon, mais il était quand même embarqué. Lorsqu'à Tahiti, il y a eu le premier poste de TSF, c'est lui qui a été chargé de l'utiliser. À la fin de l'enquête de l'amiral Huguet avait décidé que ce marin, ce matelot, mon grand-père, René Gasse, resterait pendant toute la durée de la guerre à Tahiti, alors que les autres sont partis au chemin des dames. Ouais. Quant à ma grand-mère, Jeanne Drolet, elle avait 20 ans à l'époque, c'était la demoiselle du téléphone. Vous savez, à l'époque, il y avait des fiches, je voudrais appeler tel poste, etc. Donc elle est restée tout le temps du bombardement à son poste, à son centrale téléphonique, permettant ainsi à tous les postes de correspondre avec le lieutenant Maxime d'Estremaux. Lorsqu'à la fin, vers la fin du bombardement, Maxime d'Estremaux lui a demandé de partir se réfugier dans les vallées, une bombe est tombée sur la centrale téléphonique. Drôle de destin. Alors, on va en conclure, parce que 10 minutes, c'est très bref et on est pratiquement à la fin. Quand même, le destin d'Estremaux, au début très injuste, il y a eu une réhabilitation, si je peux dire. Comment ça s'est passé? Il y a eu une réhabilitation, mais sa punition de dommages de rigueur est toujours dans son dossier. Néanmoins, il est rentré à Toulon, et malheureusement pour lui, 3 mois plus tard, il est décédé. Il a reçu, à titre posthume, la médaille militaire, qui est une très haute distinction. Donc c'est une forme, effectivement, de réhabilitation. Mais malheureusement, ces dommages d'arrêt de rigueur sont toujours dans son dossier. Et le gouverneur Fautier? Le gouverneur Fautier, alors il a un destin intéressant. Il est resté en place 1 an. Et 1 an jour pour jour. Le 22 septembre 1915, il a été démis de son poste de gouverneur et renvoyé d'où il venait en Martinique.
où il a passé sa retraite tranquillement. Comme quoi, c'est parfois un peu difficile. Alors, dernière chose avant qu'on se quitte, vous avez voulu rendre hommage à une partie d'hommes et de femmes de Tahiti, vous avez voulu aussi parler de votre famille, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? On va faire une boucle. Au début, on parlait du chemin des dames, de Verdun, des Dardanelles. Est-ce que finalement, ce petit bout de France très très loin ne mérite pas mieux qu'une indifférence ou un dédain quant à son histoire commune avec la France, et par exemple, dans ce cas-là, 1914? Oui, il mériterait mieux. D'autant qu'après le bombardement, il s'est constitué le bataillon du Pacifique, qui regroupait à la fois ce qu'on appelle des Popas, c'est-à-dire les Tahitiens d'origine européenne, les Maoris, qui sont venus combattre en France et à l'armée d'Orient. Donc ils se sont sentis concernés par l'événement, bien qu'il soit très éloigné. Oui, c'était un déclencheur. Ici, à François, on connaît un petit peu RFO parce qu'on a diffusé pour nos téléspectateurs un documentaire sur le bataillon du Pacifique. Très bien. Voilà, Michel Gass, merci d'être venu. Merci Je rappelle beaucoup. le titre, Tahiti 1914, Le vent de guerre, c'est aux éditions À la frontière. À la frontière. Et merci d'être venu. Merci de votre accueil.